Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ferai un effort à parler en français. Je pense peut-être il est mieux pour la plupart de vous si je parle en français. Je sais, mon français, il n'est pas toujours exact. Et aussi, je parle un peu lent pour la plupart. Et avec un accent très fort. Mais j'espère que vous comprendrez moi bien. Sinon, dites-le moi. D'accord? Oui? Bon. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Yves, Eric et OMP pour, pour l'invitation à donner cet exposé. C'est un grand honneur pour moi à faire une présentation à vous. D'abord, bien. Mais aujourd'hui, je voudrais parler sur les forêts pluviales et les savanes, comprendre les processus écologiques fondamentaux, sous-tendant la dynamique de la plaine inondable. Je fais des recherches sur ce sujet depuis peut-être 20 ans maintenant avec mes collègues, surtout Scott Bechtold, Estelle Bellion, c'est une femme française, Diane Drake, Josh Lateral, Neil Pettit et Robert Van Pelt. Aujourd'hui, si possible, aujourd'hui, je commence avec les forêts pluviales dans les côtes ouest des Amériques du Nord. Si nous avons les temps aujourd'hui, je parle un peu sur les savanes. Okay, d'abord, les forêts pluviales dans les côtes ouest d'Amérique du Nord, c'est une grande région. Il commence ici vers les villes de San Francisco et transverse sur les côtes ouest jusqu'à l'île de Kodiak en Alaska. C'est une région avec beaucoup de pluie, plus d'1 mètre de précipitation par an. Et aussi, c'est une région avec les grands arbres, les grandes forêts, c'est typique de la région. Et, sur les longueurs est presque 3000 km. Il y a presque 200 rivières avec une origine dans les régions. Les grands fleuves ici, comme les Stikine, le Skeena, le Fraser, etc. Les grands fleuves ont une origine dehors les régions, dans les montagnes rocheuses. Mais dans les régions, nous avons beaucoup de rivières avec une origine dans les régions. Comme ici, c'est une rivière typique de la région, avec les hautes montagnes, les glaciers, les neiges, les rivières très dynamiques avec une ripisylve partout au profond de la vallée. Et les forêts dans la vallée, juste à côté de la rivière, la plupart est comme ça, surtout autrefois. Aujourd'hui, peut-être 30% de la forêt, les ripisylves restent comme ça. C'est une jeune forêt avec un âge ici 265 ans. Normalement, avec une forêt plus âgée, et normalement un âge de 8 siècles, environ 8 siècles. Ici, pour une comparaison avec la taille des arbres, et 2 étudiantes avec une hauteur de peut-être 2 mètres. Oui. C'est normal, c'est facile à
comme on dit, a perdu les étudiants dans les forêts. Et aussi, le rivière est très dynamique dans un sens latéral. Les canaux changent de position très très vite. Ici, c'est la position de la rivière. Chaque couleur est les positions de la rivière pour un an spécifique entre 1939 et 2002. Normalement, les positions de canal changent peut-être 15 mètres, 18 mètres par an dans un sens latéral. Oui. Je reviens à ce point dans un moment. Avec le rivière dans un état dynamique, nous avons beaucoup d'érosion. C'est une forte interaction avec les ripisylves. Les mouvements de le canal, il fait l'érosion au-dessus des racines de les grands arbres. Et les arbres, beaucoup d'arbres, c'est nombreux arbres, ils tombent dans les canaux. Et peut-être 20%, 30% de l'arbre ont une taille comme ça, avec un diamètre plus de 2 mètres et quelquefois plus de 3 mètres. C'est important parce que les grands arbres, comme ici, c'est fondamental pour établir les abris pour les savanes et les autres animaux qui habitent, qui vivent dans les eaux douces, dans les rivières. Une taille de bois mort comme ça est aussi essentielle pour résister bien les courants, les grands débits, les crues. Il reste dans le canal pour peut-être 10 à 15 siècles. Oui, c'est un long temps. Mais nous avons dans les régions une situation un peu compliquée parce que à côté, nous avons un canal très dynamique dans un sens latéral. Il fait les mouvements très vite dans un sens latéral. Il y a une forte interaction avec les ripisylves. Sur les autres côtés, il y a le temps pour les arbres à gagner une taille suffisante à résister le débit. Sur cet côté, nous avons une rivière très dynamique. Sur les autres côtés, il y a le temps pour les croissances de les arbres. C'est pourquoi mes étudiants et mes collègues et toujours me demandent quels sont les mécanismes écologiques sous-tendant la production de les grands arbres. C'est une bonne question parce que ensemble, en un sens global, nous avons un système très très dynamique et aussi très productif. Bien, aujourd'hui, je voudrais discuter deux sujets avec vous. D'abord, la dynamique de production de la ripisylve, les processus géomorphologiques, les dynamiques des arbres et les productions dans une échelle de la plaine inondable. Le deuxième sujet pour aujourd'hui, quels sont les instigateurs possibles pour la production des arbres? Il y a quelques voies majeures pour les mécanismes.
Et si j'avais les temps, je voudrais faire une comparaison avec les rivières dans la savane en Afrique du Sud. Les images dans les arrière-plans et les rivières dans les ans 2002. Mais ici sont les positions de Chanel pour toutes les autres années. C'est pour comprendre bien la situation aujourd'hui, il faut examiner la position de Chanel dans chaque an avec les télédétections. Ici, les positions des chenaux dans 1939. Et ici, 1950, 54, 62, 68, 73, 81, 93, 97, 2000, 2002 et 2002, les images. L'histoire de les chenaux est très importante pour comprendre bien l'écologie aujourd'hui. Parce que les chenaux, ils créent une répicile comme ça avec toutes les complexités. C'est un transect, je ne sais pas le mot en français, un transect, un sectionné peut-être, un sectionné. Ici, c'est les chenaux principaux. Nous avons ici une patch de forêt ancienne, peut-être une patch de forêt avec un âge environ un siècle. Ici, une autre patch avec un âge peut-être 10, 20 ans, c'est tout. Un chenot secondaire. Ici, une patch de forêt très ancienne, peut-être 5, 6 siècles. Et ici, une autre patch avec un autre chenot secondaire avec un âge de 30, 40 ans. Et ici, c'est les collines sur les frontières avec les plans inondables. Okay. Mais avec toutes les complexités dans les plaines inondables, les patrons des arbres sont clairs, surtout dans les densités et les biomasses des arbres. Ici, nous avons les âges de les répiciles. Ici, c'est les quantifications de la densité et les biomasses. Et ici, suivre cette courbe, c'est les densités. La densité est très haute pour les premiers 50 ans. Très haute, presque 40 000 arbres par hectare. Et après 50 ans, il diminuait très vite pour les premiers 50 ans. Et après, il diminuait en plus. Mais les vitesses de la diminution, il n'est pas trop fort. Et ici, nous avons les patrons de la biomasse. La biomasse est augmentée très vite dans les premières 50 ans. Et après, la biomasse augmente un peu, oui, c'est bon. Mais les vitesses, les périodes les plus vitesses, c'est les premières 50 ans. Oui. C'est le même pour les surfaces terrières. Les surfaces terrières, c'est difficile à expliquer bien. Mais si on coupe un arbre, nous avons une forme comme ça, comme un cercle, oui. Les surfaces terrières, et les surfaces ici, après on coupe les arbres. Les surfaces terrières ici, c'est les surfaces dans un sens global par hectare, si vous coupez tous les arbres.
Les surfaces terrières, il augmente très vite, bien sûr, pour les premières 50 ans, et après, il est presque les mêmes. So, les périodes qui est les plus dynamiques et les premières 50 ans. Nous avons presque les mêmes patrons pour les croissances et pour la production des arbres. Ici, c'est les croissances. Les croissances est très très haute pour les premières 50 ans. Et après, il est bon, mais il est presque les mêmes pour les suivantes 3 siècles. Oui. Les patrons pour la production est un peu différent. Oui, il est augmenté dans les premières 50 ans. Il reste les mêmes pour les suivants 2 siècles. Il est un bon taux de production, mais il reste les mêmes. Et ici, il est augmenté très, très vite. Les niveaux ici est comme les niveaux on trouve dans les forêts tropicales. Pourquoi? Pourquoi les changes ici? C'est une période quand nous avons les conifères. Les conifères gagnaient une hauteur juste au-dessus les arbres feuillus. Et maintenant, les arbres conifères, il a un bon diamètre dans la base. Le système de racines est bien établi. Oui. Et maintenant, c'est les opportunités pour augmenter les hauteurs très vite. La base, oui, c'est bon, il est sévère. Et maintenant, les augmentations de la production et ajouter les hauteurs très très vite. Normalement, les hauteurs des arbres ici, après 2 siècles et peut-être 60 mètres, et ici, il gagnait, il attiennent une hauteur presque plus de 80 mètres. Oui. So, c'est les dynamiques de l'éripicile dans une échelle, pour une échelle par hectare. Mais quel est le patron pour la production des arbres dans une grande échelle, pour une échelle de les entières plaines inondables? J'ai divisé les plaines inondables entre les plaines actifs avec les jeunes arbres, les saules, les aulnes rouges, les arbres comme ça. Les plaines inondables historiques, c'est une région de l'éripicile avec un âge de peut-être 60, peut-être 71, vers un siècle. Et ici, les terrasses basses. Les terrasses basses avec les arbres plus âgés, avec les conifères, peut-être les zones composées des arbres feuillus. Il a une hauteur, peut-être 1 mètre, quelquefois 2 mètres, au-dessus la rivière. C'est une zone très importante parce qu'il est les zones avec les arbres les plus âgés. Par exemple, pour les rivières cuites dans l'État de Washington, il y a une surface pour les plaines inondables de 67 km² sur une longueur de 77 km. On estimait les productions totales est vers environ 29 000 tonnes par an pour toutes les plaines inondables. Pour les gabarits,
gabarites actifs. Il couvert 8% de la surface et en estimé, il produit sous le 5% de la production totale. Le gabarit historique, il couvert 16% de la surface avec une production de 14% de la production totale. Mais les terrasses basses, c'est les plus importantes. Ils couvrent 63% de la surface, mais c'est 81% de la production totale. C'est les régions de la plaine inondable plus importantes pour la production de les grands arbres. Oui. Bien. So maintenant, quels sont les mécanismes pour la production des arbres dans la plaine inondable? Pour moi, il y a peut-être 3 voies majeures pour les mécanismes. D'abord, le rôle de l'aune terrestre. L'aune fixe d'azote, beaucoup d'azote. Peut-être l'azote est essentiel pour la production des arbres. Et les autres, les nutriments dérivés de l'atmosphère et de la mer. Je vais examiner chacune maintenant. L'aune est importante parce qu'il fixe beaucoup d'azote. Et l'azote, il infiltre les sols et il fait les mouvements, surtout lentement, vers les petits ruisseaux et vers les ripisylves. Ici, c'est un exemple de l'Alaska avec, nous avons mesuré les couvertures de aune dans les bassins versants et aussi examiné le rapport entre l'azote et le phosphore. Plus les couvertures de aune dans les bassins versants, plus d'azote dans les lots douces et le rapport entre l'azote et le phosphore est augmenté très très fort ici. Mais l'azote est une sous-sel nutritif pour les arbres. Les arbres ont besoin, bien sûr, les autres sels nutritifs, les autres nutriments pour faire les croissances fortes. So, quels sont les rôles des épiphytes? Dans les forêts pluviales, nous avons un grand stockage de l'épiphyte, comme l'image ici. C'est les habitudes pour la plupart de les forêts pluviales. Depuis 3 ans maintenant, nous avons examiné les stockages de l'épiphyte dans les arbres. C'est un exemple de l'approche de l'Ouest. Nous avons peut-être 50 arbres maintenant, comme ça. C'est les hauteurs de cet individuel. Et c'est les stockages de la mousse, les lichens, les sols. Au-dessus les mousses, nous avons dans les branches de les grands arbres un sol qui reste sur les branches dans les arbres. Et aussi, c'est les feuillages photosynthétiques ici de l'arbre il-même. Oui.
les stockages de l'épiphyte est 2 fois les stockages de la feuille photosynthétique. Oui. Pour moi, c'est incroyable parce que nous avons un arbre ici, mais la plupart de la biomasse dans l'arbre est l'épiphyte. Pas de feuilles photosyntétiques. Les épiphytes, ils fixent d'azote et aussi, je reviens un moment à ce point. Les augmentations de l'épiphyte dans les arbres est rapide. C'est les âges de la forêt et c'est les stockages de l'épiphyte. Après un siècle, nous avons environ 10 à 12 tonnes métriques par hectare d'épiphyte. L'augmentation de l'épiphyte est très, très rapide. Et aussi, avec les épiphytes, les grands arbres, il est comme une éponge géante. Il capturait les nutriments, les nutriments rares, les nutriments différents dans les brouillards et les précipitations. Il capturait les autres nutriments avec une bonne efficace. Et aussi, dans les grands arbres, les arbres mettent les racines secondaires dans les épiphytes. Nous avons les racines principales dans les sols, mais dans les branches, avec une couverture d'épiphytes, nous avons trouvé en toutes les cas les racines secondaires, beaucoup de racines secondaires dans les épiphytes. Les racines secondaires capturaient les nutriments, bien. Et je pense, c'est pourquoi nous avons les grandes productions, les productions avec un taux très haut après les épiphytes établir bien dans les forêts. Nous avons on commence avec un système dans un sens de 2 dimensions. Les petits arbres avec un arbre comme ça, avec les racines dans les sols. Mais après un siècle, peut-être 2 siècles, nous avons un système de production dans un sens de 3 dimensions, avec les arbres, avec les racines dans les sols, et aussi avec les racines dans les épiphytes. C'est pourquoi, je crois, c'est pourquoi le système est bien productif. OK, les troisièmes mécanismes sous-tendant la production des arbres et peut-être les nutriments dérivés de la mer pour la migration du saumon. Dans les côtes ouest d'Amérique du Nord, nous avons 5 espèces de saumon. Ils transfèrent les nutriments de la mer vers l'eau douce grâce à 3 caractéristiques dans leur histoire naturelle. Ils sont anadromos, oui. Ils reviennent à leur ruisseau natal pour frayer. Et ils sont semi-arides, ils meurent après une fraie. Oui. Et surtout, plus de 95% de la biomasse de saumon pacifique est dérivée de l'environnement marin. Oui. Nous avons examiné les mouvements de les nutriments pour les saumons depuis longtemps maintenant. C'est un sujet principal pour nous. Peut-être les meilleures données sur les
les effets dans l'échelle de l'écosystème est ici. Nous avons examiné les taux de croissance de l'épinette Sitka qui habite juste à côté de le ruisseau. Le ruisseau avec saumon et aussi le ruisseau sans saumon. Les taux de croissance pour cette espèce, une espèce très importante pour l'écologie, est trois fois les taux dans les ruisseaux sans saumon. Oui. Le diamètre de la hauteur poitrine après un siècle est presque deux fois avec les saumons en comparaison avec les ruisseaux sans saumon. Et les plus importantes données ici est combien on est pour atteindre un diamètre de 50 centimètres. Il est moins d'un siècle avec les saumons. Il est plus de 3 siècles avec les saumons, avec les saumons, plus de 3 siècles sans saumon. C'est une grande différence si vous avez les saumons qui apportent les nutriments ou non. Oui. Mais l'histoire ici est plus compliquée parce que les saumons, pour la plupart, les saumons restent dans les rivières en été. Il est nécessaire emporter les nutriments sur les berges, sur les ripisylves. C'est pourquoi les animaux, comme ici les ours bruns, est très important. Nous avons les interactions clés. Les interactions clés sont essentielles à faire ce système à marcher bien. Nous avons fait les recherches sur les ours bruns depuis un long temps aussi. Les ours bruns, oui, c'est une bonne histoire. Les ours bruns, il est un gourmand de saumon. Oui. Ils aiment à manger, à capturer les saumons, bien sûr, mais aussi ils aiment à manger surtout les cerveaux, les saumons, oui, les cerveaux comme ça, et aussi les œufs. Mais ils apportent tous les saumons, un saumon entier, sur les berges et quelquefois dans les forêts. Ils mangent juste les cerveaux ou juste les œufs. Quelquefois, ils mangent en plus, mais pour la plupart, ils mangent un petit morceau. Mais, et maintenant, nous avons la plupart des saumons, ils restent sur les sols de la ripisylve. C'est une voie très importante pour emporter les nutriments entre les rivières et les ripisylves. Nous avons fait une modélisation de ce système. Ici, c'est les systèmes avec ours, un système sans ours. Ici, avec ours, les ours ils transportent beaucoup de ces nutriments. Nous avons une grande croissance, un taux de croissance des arbres, beaucoup de bois morts avec une taille très grande. Ils augmentaient les abris pour les petits saumons. Plus de saumons vers de la mer. Et après 2-3 ans en mer, les saumons adultes reviennent. Mais en total, ici, nous avons une réaction positive, très positive. Les systèmes de production en total dans les systèmes est augmenté environ 50% avec les ours. Oui. Sans ours,
les réactions est neutre et peut-être un peu négative. Après une décennie, plusieurs décennies, les systèmes est plus en plus diminué dans les cycles de les nutriments. Oui. So, les interactions entre les ours et les saumons et les arbres sont clés pour le, comment on dit, la sustainability, pour la sustainability. Je ne sais pas. Oui? Oui, la durabilité de les systèmes à long terme. Alors, maintenant, nous avons fait la modélisation de le système. C'est la première modélisation de le système. Nous avons publié cette modèle sur les reviews de Ecological Monographs l'année dernière. Il utilise les tomes ici, les tomes de développement de la ripicile, les gabarites différentes, et aussi les voies secondaires et tertiaires. Et maintenant, je fais une révision, je prépare les deuxièmes niveaux de cette modélisation de ripicile. Il inclut les rôles de les animaux, les rôles de les épiphytes, les rôles de les bassins versants. So, j'espère après peut-être 6 mois de maintenant, j'ai la deuxième modélisation pour vous. Mais c'est un système avec beaucoup de complexité. Mais aussi, c'est un système à comprendre bien maintenant. J'espère dans une autre 2 ans, nous avons une modélisation qui est presque complète. Et maintenant, je voudrais faire une comparaison avec les rivières dans la savane. Toutes les rivières sont presque les mêmes, mais chaque type de rivière est un peu différent, comme l'image ici. Il n'est pas une rivière, je ne sais pas les mots, comment on s'appelle en français. Mais les mécanismes pour établir, pour structurer les processus écologiques sont presque les mêmes dans les deux types de rivières, mais il y a un peu de différence. J'ai appris beaucoup sur les rivières dans la savane. Après une grande crue en Afrique du Sud dans 2000, depuis presque 20 ans maintenant, j'ai fait la recherche en Afrique du Sud avec les mêmes énergies, les mêmes passions dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Mais je ne comprends pas bien les systèmes en Afrique du Sud. Il était très, très difficile pour moi pour comprendre bien comment le développement de les ripiciles, les systèmes écologiques de les ripiciles là. Mais après les grandes crues de 2000, je comprends beaucoup maintenant. C'est un événement extrême, mais après, je vois pour la première fois comment les systèmes commencent pour moi. C'est les rivières Sabi dans le parc national de Kruger. C'est
c'est une rivière pour la plupart, c'est naturel. Et après les grands crues, l'héritage écologique était dans les bois morts. Nous avons trouvé environ 200 000 tasses de bois avec un grand volume de bois mort dans les channels à travers une distance de 135 kilomètres. Mais le bois mort favorisait le renouvellement de la forêt. Comment c'est possible? Il facilite le stockage de nutriments dans les sols, l'humidité des sols et la régénération de l'eboisement. Pour la plupart, les nouvelles forêts est juste à côté les bois morts. L'humidité est augmentée environ les bois morts et aussi dans les sols ici, les nutriments sont très hauts en comparaison avec les patches, les tâches sans les bras morts. Mais une grande différence de la forêt pluviale est le rôle de les feux. Les feux de la brousse brûlent les bras morts, pas trop, mais en quelques régions, et augmentent la biocomplexité de la ripicile dans la savane. Avec tous les volumes de le bois mort, il est sec. C'est facile pour les feux de la savane et entrer dans les plaines inondables et attaquer les tasses de bois mort. Ici, nous avons ici globalement, dans les études j'ai fait 33% de l'arbres sont morts par les feux de la savane. Si les arbres avaient une tasse de bois mort très proche, 68% de les arbres sont morts par les feux. Et 18 des arbres brûlés, repoussés par les bougions, après des feux. Il y a une grande différence ici, si les tasses de bois mort est en proximité des arbres, et sinon, en comparaison avec un arbre sans les tasses de bois mort. Si les feux entre les plaines inondables, ils tueraient la plupart des arbres. Le rôle de l'animal dans ce système est secondaire. Les crues est les plus importantes, les feux est très important, et les grands animaux comme les rhinocéros ou les éléphants, les autres animaux, jouent un rôle secondaire, mais important après les premières peut-être 20 ans en plus. Oui, c'est important après, mais pour structuriser les systèmes dans le début de les systèmes, les crues et les feux sont très importants. Et maintenant, nous faisons une modélisation de les systèmes avec les crues et les sécheresses, les distributions et les abondances de le bois mort,
les environnements des dents, les tasses de bois mort et les régénérations, le renouvellement associés avec les bois morts. Et faites les, comment on dit, les previews de la nouvelle ripicile pour dans la savane. So, je voudrais finir maintenant avec 3 points cruciaux. D'abord, la complexité biophysique, la hétérogénéité de la ripicile soutient sa vitalité à long terme. Oui, bien sûr. Le deuxième point, le ripicile, une source importante de grande quantité de bois mort, requiert une relation naturelle avec les débits de la rivière. Les interactions entre le débit et les ripiciles, et c'est très, très important pour la durabilité de les systèmes long terme. Et le troisième, c'est le management et les restaurations pour écofys doivent intégrer les complexités biophysiques ainsi que les interactions clés avec les différents systèmes terrestres, fleuves, mers et l'atmosphère. Et c'est tout. Je voudrais finir avec un dessin. C'est difficile à lire ici, mais les dessins, il dit, bien sûr, mes enfants, on commence par travailler pour les écosystèmes, mais après un temps, on apprendra comment faire les écosystèmes à travail pour vous. Oui, pour moi, c'est une bonne philosophie à comprendre bien les écosystèmes et après utiliser cette knowledge, croissance pour vous. Et merci and thank you.